Demain serons-nous noyés dans l'information ? C'est à New York, dans les années 80. Christian le playboy est à table avec l'une de ses petites amies. Il n'a que 2 heures pour elle, mais il lui consacre toute son attention. 30 ans plus tard, dans le même restaurant, Christian est en difficulté. Il reçoit sans cesse les textos d'autres petites amies qui l'insultent ou le complimentent et les alarmes de rendez-vous érotiques qu'il ne peut honorer. Depuis 30 ans, la quantité d'informations auxquelles nous sommes confrontés, mesurée en unités de mémoire informatique, a beaucoup augmenté. Les Américains, par exemple, reçoivent chaque jour 4,5 fois plus d'informations qu'en 1980. Et cette surcharge d'informations pose des problèmes qui vont au-delà de la défaillance en matière de logistique sentimentale. On estime ainsi que les interruptions liées au trop-plein d'informations dans les entreprises américaines représentent 28 milliards d'heures de travail par an, soit 588 milliards de dollars. Cette surcharge de données touche aussi le monde du renseignement militaire. En 2009, par exemple, l'armée américaine a collecté grâce à ses drones l'équivalent de 24 ans de vidéos de reconnaissance dont elle n'a pu analyser qu'une petite partie. L'année suivante, selon une enquête de l'armée américaine, un groupe de soldats utilisant des drones pour surveiller le terrain en Afghanistan s'est trouvé submergé par la quantité d'informations qui lui parvenaient. Ok les gars, vous pouvez tirer. Et a fini par prendre des civils pour des insurgés. Attendez, stop. Bilan, 23 morts. Pourtant, c'est justement l'armée américaine qui pourrait trouver la solution au problème de la surcharge d'informations. Depuis plus de 10 ans, un programme de recherche vise à construire des ordinateurs connectés au cerveau des soldats et qui puissent leur permettre de traiter simultanément de grandes quantités de données. Ces engins du futur devraient rendre la guerre plus fiable, mais ils pourraient aussi faire les affaires de Christian, le playboy. Le développement de la télévision est-il mauvais pour l'homme ? Il est minuit. Bastien regarde la télévision en cachette, mais comme toujours, sa mère l'interrompt brusquement. « Bastien, tu éteins tout de suite !»« Mais maman !» En 2011, un être humain moyen passait 3 heures et 16 minutes par jour devant la télévision, soit 20 minutes de plus qu'en 2001. Et les chercheurs tentent encore de prouver sans grand succès que la télé est responsable de toutes les horreurs du monde. L'obésité, la violence et la stupidité. Mais certains chercheurs ont déjà démontré que la télévision pouvait avoir des effets positifs. L'arrivée du câble en Inde rurale, par exemple, a exposé les populations locales à d'autres modes de vie, ce qui a amené un certain progrès social. T'as cru que tu me tromperais et qu'il se passerait rien, hein? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Non mais, allez viens, on y va. Les femmes des campagnes indiennes qui ont reçu le câble sont devenues brusquement moins susceptibles que les autres d'accepter de se faire battre par leur mari et elles mettent à présent plus volontiers leurs enfants à l'école. La télévision peut aussi rendre les gens plus intelligents. C'est du moins la thèse de Steven Johnson. Steven est théoricien des médias et il a le regard serein des hommes qui se trouvent beaux. La télévision, et notamment les séries télévisées, dit-il, sont aujourd'hui plus exigeantes intellectuellement qu'elles ne l'étaient. Voici un graphique qui représente un épisode type de Starsky et Hutch, la série phare des années 70. Chaque ligne de carré correspond à une histoire développée à l'intérieur de l'épisode. On voit bien qu'il n'y a que 2 histoires, dont l'une est à peine ébauchée au début, Hey Starsky, et à la fin. Et voici maintenant un épisode des Sopranos, l'un des grands succès des années 2000 à la télévision. 9 lignes narratives complexes qui s'enchevêtrent d'un bout à l'autre de l'épisode. Les séries d'aujourd'hui mobilisent donc plus le cerveau des spectateurs que celles d'hier. Reste que les émissions vraiment intelligentes, elles, sont toujours aussi rares. Bastien, tu éteins. Bah maman, c'est le chiffroscope. Ah pardon. Demain, saurons-nous tous lire et écrire ? C'est un Maharaja torse nu qui se contorsionne sous des lettres enluminées. Satyajit a 13 ans et il sait que le livre raconte des merveilles érotiques qui pourraient nourrir ses nuits. Mais ce trésor de la pornographie lui demeure hermétique car nous sommes en 1950 et Satyajit ne sait pas lire comme presque la moitié des habitants de la planète à cette époque. Depuis 60 ans cependant, la situation a bien changé. Entre 1950 et 2010, la proportion d'analphabètes dans le monde a été divisée par presque 3, passant de 44 à 16% des habitants de la planète. Dans l'Inde de Satyajit, en 1951, plus de 8 personnes sur 10 ne savaient ni lire ni écrire, contre moins de 3 sur 10 aujourd'hui. Pour savoir comment l'analphabétisme va évoluer dans le futur, il faut s'intéresser aux enfants. Aujourd'hui, 91% des enfants du monde vont à l'école. Et entre 1999 et 2008, le nombre d'enfants non scolarisés dans le monde a énormément baissé, passant de 108 à 61 millions. Mais cette baisse s'est depuis brusquement interrompue, notamment à cause de la crise économique qui a forcé de plus en plus de familles pauvres à faire travailler les enfants.
L'UNESCO estime ainsi que le nombre d'enfants non scolarisés pourrait bien recommencer à augmenter pour atteindre 72 millions d'ici 2015. Comme souvent, ce sont les filles qui risquent d'être touchées en premier. En Égypte, par exemple, 92% des enfants non scolarisés sont des filles. Au total, sur les 775 millions d'analphabètes que compte encore la planète, 2/3 sont des femmes, et cette proportion n'a pas bougé depuis le milieu des années 70. Du haut de ses 75 ans, Satyajit regarde tendrement son petit-fils surfer sur Internet, mais sa petite-fille, elle, vit encore dans les années 50. Demain, les États-Unis seront-ils toujours aussi religieux ? C'est un dimanche matin dans une église européenne. Un vieux prêtre voûté prononce son sermon devant quelques fidèles aussi voûtés que lui. Vous pourrirez en enfer comme de vieux chiens qui puent. Au même moment, dans une église américaine, une adolescente obèse regarde le plafond, une main étrangère posée entre ses yeux. Devil, come out of this body! Depuis 60 ans, la foi s'est effondrée dans la grande majorité du monde occidental, mais aux États-Unis, elle est restée à peu près stable. 61% des Américains n'ont ainsi aucun doute sur l'existence de Dieu, contre 16% des Français et 10% des Suédois. Groot. Plus d'un Américain sur 3 se rend à un service religieux au moins une fois par semaine, contre 7% des Français et seulement 3% des Suédois. Groot. Pour savoir pourquoi, il faut aller voir Ronald Inglehart. Ronald a fait le choix audacieux du collier de barbe, attribut qui a cessé d'être sexy en 1860. Hey babe. Il est aussi professeur de sciences politiques à l'université du Michigan et il a publié avec sa collègue Pippa Norris un livre de référence sur la sociologie des religions. En réalité, disent Ronald et Pippa, ce qui détermine la ferveur religieuse d'une nation, c'est avant tout le degré de sécurité existentielle dans laquelle se trouvent ses habitants. Et c'est ce qui explique en partie la vigueur de la foi aux États-Unis. Car les Américains sont confrontés à de plus grandes incertitudes que la plupart des autres peuples occidentaux. Leurs dépenses de santé ne sont pas toujours couvertes et ils peuvent être licenciés du jour au lendemain. Amen. Pourtant, certains indicateurs laissent penser que la foi illuminée des Américains est en train de se résorber un petit peu. Ainsi, entre 1977 et 2011, le pourcentage d'Américains qui croient que tout ce que dit la Bible est absolument vrai est passé de 38 à 30%. Peut-être trouveront-ils un jour des façons plus modernes de se délivrer du diable. Demain, les Américains auront-ils tous une assurance santé ? L'Amérique est un pays vraiment super. Première puissance économique de la planète, première puissance militaire et l'une des principales puissances culturelles. Ich liebe Amerika. Mais en matière de santé, c'est l'une des nations les plus nazes du monde développé. Avec l'une des pires espérances de vie moyennes et l'un des pires taux de mortalité infantile de l'ensemble des pays de l'OCDE. Cette nazerie s'explique en partie par le fait que beaucoup d'Américains ne se soignent pas, car ils n'ont pas accès à l'assurance santé. Non merci, ça va, c'est cool, merci. Aujourd'hui, 57 millions d'entre eux sont dans ce cas, soit plus de 18% de la population, un taux presque 6 fois supérieur à la moyenne des pays développés. Une étude, publiée en 2009, a montré que cette absence de couverture était responsable d'au moins 27 000 morts par an aux États-Unis. Mais tout cela est en train de changer grâce à l'œuvre du grand fertilisateur Barack Obama. Healthcare for you all motherfuckers. Le principal volet de sa réforme de santé, surnommée Obamacare, est en vigueur depuis le 1er octobre. Pour le comprendre, il faut entrer dans le détail. Aux États-Unis, l'État ne paye pour vos soins médicaux que si vous avez plus de 65 ans, c'est le système Medicare, ou si vous êtes très très pauvre, c'est le système Medicaid. L'Obamacare met en place 2 nouvelles mesures phares. La première est d'obliger les gens qui ne sont ni très pauvres, ni très vieux, à souscrire à une assurance privée, subventionnée quelquefois par le gouvernement fédéral. Non, je t'ai dit, non, parce que c'est... Non. Ah ouais, oui, non, d'accord. Mais seuls les Américains ayant un certain niveau de revenus auront cette obligation. La seconde est d'étendre le Medicaid aux gens un peu moins pauvres. Mais cette dernière mesure a été laissée à la discrétion des États. Or, 26 d'entre eux, largement gouvernés par les républicains, ont refusé de la mettre en place. Non. En définitive, des millions d'Américains continueront à ne pas être couverts. Soit parce qu'ils ne sont pas assez riches pour qu'on les oblige à souscrire à une assurance, soit parce qu'ils ne sont pas assez pauvres pour bénéficier du Medicaid.
Ainsi, selon les chiffres officiels, l'Obamacare ne devrait faire passer le nombre de non-assurés aux États-Unis que de 57 à 30 millions d'ici 2017. Un pas en avant, certes, mais qui laissera les États-Unis encore loin du peloton de tête des nations développées. Que coûte le problème de la drogue aux États ? Il y a une tête de Mickey qui sourit. Et Karine trouve ça rassurant. Elle hésite un moment, puis elle place la pastille sur le bout de sa langue. Chaque année, selon l'ONU, 230 millions de personnes dans le monde consomment des drogues illicites. Et selon les dernières études disponibles, les stupéfiants feraient 200 000 morts par an à l'échelle de la planète, soit 4 fois plus que le nombre de morts à la guerre. Mais le coût de la drogue pour la société est également financier. Aux États-Unis, on estime que la consommation de drogue coûte 8 milliards d'euros par an en dépenses de santé et 91 milliards d'euros en perte de productivité pour la population. Les Américains sont aussi les leaders mondiaux de la lutte contre le trafic de stupéfiants, lutte qui leur coûte de plus en plus cher. Entre 1988 et 2010, le budget anti-drogue aux États-Unis est ainsi passé de 2,3 à 11,5 milliards d'euros par an. Ce durcissement du combat contre les drogues est en grande partie responsable de l'explosion de la population carcérale aux États-Unis. Aujourd'hui, un quart des détenus américains sont emprisonnés pour une infraction non violente liée à la drogue. Les stupéfiants coûtent de l'argent aux États, mais ils en rapportent énormément à tout ce que le monde compte de petits et de grands criminels. En 2005, l'ONU estimait ainsi que le marché total de la drogue dans le monde représentait 250 milliards d'euros, soit à peu près le PIB du Danemark. Les talibans, par exemple, financent largement leur guérilla grâce à l'argent de l'opium, qui leur rapporte chaque année autour de 100 millions d'euros. Quelques heures plus tard, Karine retrouve sa lucidité. Le sourire de Mickey n'avait rien d'amical. Demain mourra-t-on toujours du sida ? C'est un samedi soir à Paris. Le petit Marc n'arrive pas à dormir, car dans la chambre voisine, son grand frère fait du bruit avec une fille. Allez, vas-y. Mais non! Écoute, je te dis qu'on en a pas besoin. Moi je le fais pas si t'en as pas! Bah j'en ai pas. Allez. Non, arrête! J'ai dit non! T'es vraiment chiant! Selon l'ONG Aide, entre 1997 et 2009, les ventes de préservatifs en France ont chuté de 25%. Parmi les facteurs qui expliquent cette baisse, l'impression en partie juste que le sida n'est plus une maladie mortelle. En Angleterre, par exemple, l'espérance de vie d'un homme séropositif de 35 ans ayant accès à la trithérapie est à présent très voisine de celle d'un séronégatif. Il paraît donc possible aujourd'hui de réduire à zéro le nombre de décès liés au VIH dans le monde. Pour cela, il faut que les thérapies antirétrovirales, longtemps cantonnées aux pays riches, se développent dans les pays pauvres qui concentrent encore 90% des séropositifs dans le monde. C'est pour l'instant loin d'être le cas, mais la situation s'améliore. En 2 ans, entre 2010 et 2012, le nombre de séropositifs en Afrique subsaharienne ayant accès à un traitement a bondi de 59%, passant de 1,4 à 2,3 millions. Entre 1997 et 2011, le nombre de nouveaux cas de VIH dans le monde a également baissé, passant de 3,4 à 2,5 millions. Et cette baisse pourrait se poursuivre grâce à ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition, qui consiste à administrer des traitements préventifs à des populations à risque qui ne sont pas séropositives. Il est donc envisageable que le petit Marc connaisse un monde sans sida, à condition aussi qu'il soit moins goujat et plus prudent que son grand frère. Protégez-vous. Faut-il être optimiste pour l'avenir de la planète ? Il est 15h sur une plage bretonne. Julie lit le journal avec son nouveau petit ami Emmanuel. Famines et marées noires, attentats et tsunamis, Julie finit par dire « Franchement, mais où va le monde, quoi ?» À cet instant, le téléphone sonne. « Allô ?» À l'autre bout du fil, 2 hommes, David et Léonard, les réalisateurs du Chiffroscope. « Allô ?» Toute l'année, le Chiffroscope a tenté de répondre à de grandes questions sur l'avenir de la planète. Il y a de nombreuses raisons d'être optimiste. La pauvreté, par exemple, n'a jamais autant baissé que ces 30 dernières années. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter, au point qu'on croisera peut-être au siècle prochain des hommes de 150 ans. Et la guerre dans le monde tue aujourd'hui 3 fois moins de gens qu'il y a 60 ans. Il y a aussi quelques raisons de s'inquiéter. Le monde comptera peut-être 1 milliard d'obèses en 2030. Le climat va probablement continuer à se réchauffer, ce qui pourrait augmenter sensiblement le nombre de catastrophes climatiques.
et le virus de la grippe aviaire H5N1 pourrait muter prochainement et créer la pire pandémie de notre histoire. Attends, mais ces gars-là, c'est trop des experts, quoi. À cet instant, un homme tape sur l'épaule de Julie. C'est Philippe Tetlock. Philippe était professeur de psychologie à l'université de Berkeley et il a publié un livre sur la fiabilité des experts. Philippe a étudié plus de 80 000 prédictions réalisées par 250 experts politiques et économiques sur une période de 20 ans. Le verdict de son étude est clair, la plupart des experts se trompent presque systématiquement. Donc sur l'avenir de la planète, disons simplement qu'on ne sait pas grand-chose. Bonnes vacances. Demain mangera-t-on toujours de la viande ? Un restaurant chic dans un quartier huppé de Paris. Pavé de veau sur lit d'endive. Crème de porc nouveau-né. Aller-retour de caille aux 4 poivres. Ça a l'air vachement bon, quand même. Chaque année, un être humain moyen consomme 43 kilos de viande, soit presque 2 fois plus qu'il y a 50 ans. Dans les pays riches, ce chiffre a tendance à se stabiliser. Mais il continue à augmenter dans les pays en développement à cause de l'explosion des classes moyennes. D'ici 2050, l'ONU estime ainsi que la consommation de viande dans le monde va encore augmenter de 50%, atteignant ainsi 63 kilos par personne et par an. Mais ces festins gras ont d'ores et déjà des conséquences néfastes. D'un point de vue environnemental d'abord, la déforestation liée à l'élevage, ainsi que le système digestif des bovins, est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus que tous les avions, trains, bateaux et voitures combinées. Les animaux d'élevage engloutissent aussi 8% de l'eau douce prélevée dans la nature. Pour produire une vache de type charolaise, il faut ainsi l'équivalent de 2 piscines olympiques. Du point de vue de la santé publique ensuite, la consommation de graisse animale est l'un des principaux facteurs de diabète et de problèmes cardiovasculaires. Or, ces maladies sont responsables de 30% des morts de la planète. Enfin, il faut compter les multiples abus dont sont victimes les 66 milliards d'animaux abattus chaque année sur la Terre. Pour régler ces problèmes et faire face à la demande croissante de viande, il existe aujourd'hui une méthode très prometteuse, la viande artificielle cultivée en laboratoire. On fait proliférer des cellules souches dans une solution nutritive, puis le tissu obtenu est moulé comme un steak haché. La chercheuse finlandaise Anna Tuomisto, de l'université d'Oxford, a calculé que la production de viande in vitro consommerait moitié moins d'énergie et générerait 20 fois moins de gaz à effet de serre que la production de viande de bœuf traditionnelle. Mieux, les graisses animales pourraient être remplacées par des graisses oméga 3, beaucoup moins néfastes pour la santé. De nombreux chercheurs estiment qu'un jour cette viande pourrait être produite en masse, encore faudra-t-il alors qu'ils sachent la rendre appétissante. Bavette artificielle, côtelettes synthétiques, foie de veau in vitro. Demain, utilisera-t-on encore des armes chimiques ? Voici à peu près ce qui se passe en Syrie depuis 2 ans et demi. Bachar al-Assad tue des gens avec des fusils. Le monde ne dit pas grand-chose. Je t'ai dit que ma fille était enceinte ? Bachar al-Assad tue des gens avec des bombes. Le monde s'en fiche un peu. Super. Puis, le 21 août dernier, selon toute vraisemblance, Bachar al-Assad a tué des gens avec du gaz. Et là... Attends, elle dépasse grave la ligne rouge là. J'ai peur, Barack. Les événements syriens ont montré que ce qui est inadmissible du point de vue de la communauté internationale, ce n'est pas de tuer des civils, c'est d'utiliser des armes chimiques. La question est donc de savoir qu'est-ce qui rend ces armes plus choquantes que les autres. On peut citer au moins 2 raisons. Tout d'abord, depuis une centaine d'années, la communauté internationale tente de bannir l'utilisation des armes dites non discriminantes, c'est-à-dire des armes qui, par nature, ne font pas la différence entre soldats et civils. Les armes chimiques en font partie, mais aussi les armes bactériologiques et nucléaires et les mines antipersonnelles. La seconde raison tient au statut particulier des armes chimiques. Depuis le traumatisme de la Première Guerre mondiale, où 90 000 soldats sont morts gazés, elles n'ont été utilisées que par l'Italie en 1935 pour conquérir l'Éthiopie, par les troupes nippones pendant la guerre sino-japonaise et par Saddam Hussein contre l'Iran et les Kurdes. Même Hitler, qui en possédait pourtant énormément, n'en a jamais fait usage sur le champ de bataille.
Et cette très rare utilisation des armes chimiques a contribué à les rendre de plus en plus tabous. Même lui. En 1993, 5 ans après l'attaque de Saddam Hussein sur les Kurdes irakiens, la plupart des pays du monde se sont engagés par traité à démanteler leur arsenal. Depuis, plus de 80% des stocks de gaz de combat déclarés dans le monde ont été détruits. Sous la pression de la communauté internationale, la Syrie a annoncé qu'elle renoncerait également à son arsenal chimique et qu'elle signerait le traité. Ce qui n'empêchera sans doute pas Bachar de revenir à des atrocités plus conventionnelles. Demain, le mariage existera-t-il toujours ? Attends, la pièce montée. Une discussion de bistrot dans un quartier branché de Nantes. Ce que je veux dire, c'est que le mariage, c'est devenu trop un truc de bourge, quoi, tu vois. C'est trop rétrograde comme institution. Non mais c'est clair. Rétrograde ou pas, le mariage est encore la forme d'alliance la plus commune dans le monde. Dans les principaux pays de l'OCDE, 54% des adultes sont aujourd'hui mariés. Mais cette domination cache, il est vrai, un déclin vertigineux. Entre 1970 et 2006, le taux de mariage dans les principaux pays de l'OCDE s'est effondré, passant de 8 à 5 mariages par an pour 1000 habitants. Ce déclin s'explique en grande partie par le fait que le mariage est à présent concurrencé par d'autres types d'alliances, comme le Pax Hey babe. ou la cohabitation simple entre conjoints. Viens, on se marie pas, c'est cool. Ok. Aux États-Unis, par exemple, la proportion de couples vivant ensemble sans être mariés a été multipliée par 10 entre 1960 et 2011. Check about Bobby, check. Dans les principaux pays de l'OCDE, en 1980, la proportion d'enfants issus de couples non mariés était de 11%. Bâtard, bâtard, bâtard. En 2007, elle était de 33%. Bâtard. Et en France, aujourd'hui, ils sont 57%. Par ailleurs, les personnes qui se marient le font de plus en plus tard. Entre 1972 et 2011, l'âge moyen du premier mariage en France, par exemple, est passé de 25 à 32 ans pour les hommes et de 23 à 30 ans pour les femmes. Une partie de cette hausse est due à l'apparition de nouvelles méthodes de contraception et à l'assouplissement des lois sur l'avortement. Merci docteur. Qui ont entraîné une baisse du nombre de mariages de jeunes gens à la hâte pour cause de grossesse indésirée. Enfin, il faut noter que les lois sur le divorce ont été largement assouplies dans la plupart des pays. Conséquence, le taux de divorce a plus que doublé dans les principaux pays de l'OCDE, passant de 1,1 à 2,3 divorces par an pour 1000 habitants. Le mariage traditionnel deviendra peut-être anecdotique, du moins dans les pays occidentaux, mais un autre type de mariage synonyme de progrès prendra peut-être le relais. Attends, mais moi j'ai une copine qui s'est mariée, mais enfin, je veux dire, pour moi maintenant, c'est trop une bouffonne. oui, cette non fille, mais quoi. attends. Ouais. Ça y est, on est mariés. C'est génial. Pourquoi certains pays gagnent-ils plus de médailles olympiques que d'autres ? Elle aimerait vraiment bien, mais elle n'a aucune chance. Parce qu'elle est née en Inde et que l'Inde est l'un des pays les plus nuls du monde aux Jeux Olympiques. À ce jour, une trentaine d'études universitaires ont tenté de déterminer ce qui faisait le succès olympique d'une nation. La plupart s'accordent sur au moins deux choses. Pour gagner des médailles, il vaut mieux qu'un pays soit 1. Riche, 2. Très peuplé. Parce que plus il y a de gens dans le pays, plus il y a de chances que l'un d'entre eux soit très fort, par exemple, pour soulever des choses lourdes. Mais cette généralité est toute trouée de grosses exceptions. L'Inde, avec son milliard d'habitants et son économie puissante, devrait produire des dizaines de médailles. Mais elle n'en reçoit généralement qu'entre 0 et 6, entre autres parce que le sport d'excellence en Inde est le cricket, et que le cricket n'est plus au programme des Jeux depuis 1900. A l'inverse, certains pays réussissent beaucoup mieux que le prédit le modèle. C'est le cas par exemple de la plupart des nations communistes et anciennement communistes, dans lesquelles le sport a une valeur politique qui pousse les gouvernements à y investir plus de ressources qu'ailleurs. Pour les Jeux Olympiques d'hiver, la loi générale est un peu différente. Les pays où il ne neige pas sont évidemment très défavorisés, de même que les pays où il neige mais dans lesquels il n'y a pas de tire-fesses. Richesse, population, communisme, neige, tire-fesses. L'économiste Vladimir Andreev et sa collègue Madeleine Andreev, dont nous n'avons pas trouvé la photo, ont utilisé toutes ces variables pour prédire les résultats des JO de Sotchi. Selon leur modèle, les États-Unis arriveraient en tête avec 36 médailles, suivis de l'Allemagne, du Canada, de la Russie et de la Norvège. À l'heure où nous bouclons cet épisode du Chiffroscope, c'est-à-dire le vendredi 21 février à 16h, il reste 47 médailles à décerner.
À ce stade, Madeleine et Vladimir sont loin d'avoir dit n'importe quoi. Les États-Unis sont effectivement en tête, la Russie, la Norvège et le Canada sont effectivement dans le top 5 en ordre dispersé, seule l'Allemagne est absente, remplacée par les Pays-Bas. L'Inde, quant à elle, développe depuis quelques années de nouveaux centres d'entraînement. La prochaine génération pourrait bien venger la déception des précédentes. Les Jeux Olympiques font-ils avancer les droits de l'homme ? C'est écrit en toutes lettres dans l'article 2 de la Charte olympique. Promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. De ce point de vue-là, les Jeux Olympiques n'ont pas toujours été une réussite. Les JO de 1936 à Berlin, par exemple, ont donné un bon coup de pouce au nazisme. Parmi les exemples moins célèbres, il y a le Mexique, auquel le Comité international olympique, le CIO, offre les JO de 1968. À l'époque, le pays est dirigé par Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo n'a pas vraiment de menton, caractéristique qu'il partage notamment avec les grenouilles. 10 jours avant l'ouverture des JO, l'armée, dont il est responsable, tire à la mitrailleuse sur des étudiants qui manifestent. Le massacre fait entre 150 et 325 morts. Les Jeux Olympiques, eux, se déroulent un peu comme si de rien n'était, et le parti de M. Díaz Ordaz reste au pouvoir pendant encore 32 ans. Muchas gracias. Il arrive aussi que les Jeux provoquent directement les problèmes. Ainsi, entre 1988 et 2008, 2 millions de personnes ont été déplacées dans le monde pour laisser place à des espaces olympiques. Il est cependant arrivé une fois que les Jeux remplissent parfaitement leur mission humaniste, à Séoul en 1988. À l'époque, la Corée du Sud est encore une dictature, dirigée par Chun Doo-hwan. Avec l'obtention des JO, les manifestations contre le régime se retrouvent sur les télévisions du monde entier. Le gouvernement est mis sous pression et finit par céder en annonçant la tenue d'élections démocratiques. Le miracle ne s'est pas répété après les JO de Pékin en 2008. Et en Russie, malgré la grâce de quelques prisonniers politiques, beaucoup doutent que les JO de Sotchi assouplissent la violence de Vladimir Poutine. Il faudrait peut-être ajouter un astérisque à l'article 2 de la Charte olympique. Les Jeux Olympiques rapportent-ils de l'argent aux pays qui les organisent ? Il a surtout servi pendant 15 jours, le temps que la reine d'Angleterre vienne dire bonjour, et que Guy Dru gagne le 110 mètres haies. Ensuite, le stade de Montréal, construit pour les JO de 1976, est devenu un gros tas de dettes que les habitants de la ville ont dû rembourser pendant 30 ans. Je pense stade olympique, non, c'est pas merde. On sait aujourd'hui que les Jeux Olympiques dégagent rarement des bénéfices directs. En conséquence, c'est plutôt ce genre de phrase qu'on entend à présent. Ok, les JO, c'est super cher. Mais ça fait venir les touristes. Eh ouais. Mais ouais. En réalité, il arrive souvent que les JO effraient les touristes. Atlanta en 1996 et Pékin en 2008 par exemple ont vu le flot de visites touristiques s'affaiblir autour des Jeux. À Lillehammer, les Norvégiens ont dépensé 2 milliards de dollars pour les Jeux de 1994, pensant que la ville deviendrait une destination touristique à la mode. Great. 5 ans plus tard, 40% des hôtels de la ville avaient fait faillite. Alors, pourquoi les villes se battent-elles pour obtenir les Jeux ? Eh bien, entre autres parce que les gens aiment bien les JO et sont prêts à payer la facture. À Londres, par exemple, 80% de la population pense que les Jeux de 2012 en valaient la chandelle. Et puis, il est arrivé une fois que les JO soient un triomphe économique. C'était à Barcelone, en 1992. Pour l'occasion, la ville a créé une plage de 3 km et augmenté largement sa capacité hôtelière. Depuis, l'ancienne cité industrielle, dont tout le monde se fichait un peu, est devenue l'une des principales destinations touristiques dans le monde. Ouais, c'est pas mal, ouais. De ce point de vue-là, il valait vraiment mieux être né catalan que québécois. Oh putain. Comment la NSA a-t-elle mis sur écoute le téléphone d'Angela Merkel ? Jusqu'au mois dernier, Angela Merkel et Barack Obama étaient de bons amis. Ils s'offraient mutuellement des décorations prestigieuses et se disaient à l'oreille des secrets rigolos. Do you remember when I was staying in the rain? Mais tout cela s'est brusquement interrompu il y a une quinzaine de jours à cause d'une enquête du magazine Der Spiegel qui a montré que la NSA, l'Agence nationale américaine pour la sécurité, écoutait probablement les conversations téléphoniques d'Angela depuis plus de 10 ans.
Pour entrer dans le téléphone de la chancelière, la NSA a d'abord dû se procurer son numéro. Un mémo interne, publié par le Guardian, a montré que l'agence encourageait explicitement certains hauts fonctionnaires américains à divulguer leur carnet d'adresses. Donne. Une fois le numéro obtenu, la NSA a dû le mettre sur écoute. Pour cela, elle a pu utiliser plusieurs méthodes, mais l'une des plus plausibles est celle dite de la fausse station de base. Les téléphones portables se connectent en permanence à ce qu'on appelle des stations de base, dont ils captent le signal. Avec 1500 € de matériel, il est possible de créer de fausses stations, dont le signal est plus puissant que les autres. On peut alors persuader le téléphone cible de s'y connecter et intercepter les conversations de celui qui s'en sert. On ne sait pas très bien ce que la NSA a pu recueillir comme information, peut-être des plans secrets de domination du monde, Ja, ich habe meine weiße Strümpfe weggeworfen. peut-être les conversations tendres entre Angela et son mari Joachim Sauer, Joachim, ich muss die Sauerkraut gefahren. Aber Angela, es ist die Möglichkeit an Gemüse. Ach ja. mais de nombreux analystes s'accordent à dire que le jeu n'en valait pas la chandelle, car il faudra plus à présent que des sourires complices pour regagner la confiance d'Angela.